Président. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur, grand plaisir pour moi de vous adresser aujourd'hui. Avec ma présentation, on rentre en France. Au début, je voudrais vous demander d'indulgence, parce que les matières dont je voudrais parler aujourd'hui sont fragiles, sont controversées. Donc, veuillez bien être compréhensif si quelque chose de la spécificité ou sensibilité française m'échappe. Le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui appartient à ces domaines du droit qui sont les plus contentieux et en même temps les plus paradoxaux, surtout du point de vue théorique. L'état d'urgence ainsi que l'état de siège est l'une des variétés de l'état d'exception au sens large. Dispositif à la fois dangereux, enclin essentiellement à être abusé, mais inhérent à l'état du droit moderne. L'état d'exception démontre les limites du constitutionnalisme comme tel. Il constitue son essai presque désespéré à régler un domaine qui, de son essence, suspend l'application du droit ordinaire et échappe à ses contraintes. Les raisons pour lesquelles je me suis décidé à encadrer ce sujet dans le colloque célébrant l'anniversaire de la Constitution de la Ve République sont multiples. Premièrement, l'état d'urgence instauré par la loi de 1955, c'est-à-dire 3 ans avant la Constitution actuelle, accompagne par ses développements son histoire turbulente. Adapté en 1960 au régime présidentiel, il a été le moyen exceptionnel le plus appliqué dans l'histoire de la Ve République, bien qu'il n'ait jamais été inscrit dans la Constitution. Deuxièmement, comme un dispositif déséquilibré, centré sur le pouvoir de l'exécutif, il met en évidence plusieurs vices du modèle constitutionnel actuel. Elles étaient largement disputées pendant la présidence du général de Gaulle, dénoncées par exemple par François Mitterrand dans son livre célèbre « Le coup d'État permanent ». Maintenant, ces disputes semblent être périmées. L'exceptionnalisme constitutionnel, pour ainsi dire, s'est normalisé depuis longtemps. Or, le retour à la question de l'état d'urgence permet d'avoir un regard sur le rapport complexe entre la Constitution, comme l'incarnation de l'état du droit, et de l'armature de pouvoir plus ou moins nue qui y précède et qui la soutient. Finalement, le débat plutôt inopportun sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, lancé par M. le Président François Hollande juste après les attentats du 3e novembre 2015 et clos après sa faillite en mars 2016, a démontré une fois encore que tout état d'exception pose des questions paradoxales qui gravitent autour le nœud obscur entre le pouvoir et le droit. Étant parfaitement conscient, comme un juriste non français, que mon apport aux discussions concrètes de la doctrine constitutionnelle française ne peut être que très limité, je souhaiterais me concentrer sur la paradoxalité intrinsèque de l'état d'exception comme tel. La paradoxalité attestée par les débats sur la place de l'état d'urgence dans le droit constitutionnel de France. À cet égard, ma recherche puise dans l'œuvre d'un théoricien de l'état d'exception, peut-être le plus original parmi les contemporains, George Agamben. Laissez-moi donc commencer par présenter les éléments les plus pertinents de ces réflexions, et puis je tenterai de donner quelques repères à propos de l'état d'urgence français dans le contexte de sa constitutionnalisation. Agamben reconnaît dans l'état d'exception un phénomène proprement moderne, relevant de l'état de droit. Inauguré, ou d'autres, en France révolutionnaire en 1791, il constitue un moyen par lequel l'état de droit se suspend soi-même afin de se protéger contre ce que lui apparaît comme une calamité publique. Malgré son caractère apparemment extraordinaire, au XXe siècle, l'état d'exception se transforme graduellement, selon Agamben, en une mesure permanente d'exercice de pouvoir. Présent dans l'ordre juridique comme une possibilité inéluctable, il donne au gouvernement démocratique un aspect provisoire. Comment l'état de droit, avec toutes ses garanties, toutes ses libertés et tous ses garde-fous, pourrait-il être vu comme un exploit définitif s'il admet lui-même et prévoit explicitement la suspension de ces normes? L'état d'exception contemporain est indissociable du paradigme de la sécurisation.
Tous les deux sont basés sur la structure des possibilités, au nom de laquelle on peut adopter les mesures qui n'ont pas structurellement beaucoup en commun avec le danger indéterminé qui est censé le justifier. La possibilité vague, incarnée dans l'état d'exception, demeure incommensurable avec les dispositifs particuliers qui sont adoptés pour la servir. De plus, c'était Carl Schmitt qui a déjà remarqué que l'état d'exception privilège l'exécutif contre tous les autres pouvoirs, en rendant le législatif le simple confirmateur des propos de l'exécutif et limitant la portée du contrôle par le judiciaire. L'Allemagne à l'aube du régime nazi donne ici un bon exemple de l'abus des provisions sur l'état d'exception pour intercepter presque tout pouvoir par l'exécutif, ce qui suspend à l'évidence le contrôle démocratique sur le processus de législation. Toutefois, le fond de la pensée agambonienne est ailleurs, dans la conceptualisation de la relation entre l'état d'exception et le droit. Ici, le philosophe italien intervient dans le vieux débat entre les juristes qui perçoivent l'état d'exception comme part du droit, réglant lui-même la situation de sa suspension, et ceux qui défendent l'idée que l'état d'exception se fonde sur la nécessité en soi transcendant et suspendant tout droit. Au lieu de prendre le côté des uns ou des autres, Agamben s'évertue à théoriser l'état d'exception comme le nœud paradoxal entre le droit et le fait, comme le lieu où le droit révèle son ancrage dans l'au-delà de l'égalité. Ici, la validité d'une norme se dissocie totalement de son application. Pendant l'état d'exception, une norme en vigueur, suspendue par le droit même, ne peut pas être appliquée. Le droit se retire de la régulation de la réalité, mais en même temps, il règle son retrait. Ainsi, l'état d'exception témoigne de la paradoxalité du rapport qui existe entre le droit et la réalité. Par l'inscription de l'état d'exception au cœur de l'ordre juridique, l'on ne borne pas ce qui, quand même, le transcende, mais l'on produit la pérennisation fictive du droit comme si elle ne dépendait pas du domaine du fait qui le soutient. Finalement, l'œuvre d'Agamben joint la théorétisation de l'état d'exception avec la position de ceux qui sont simultanément exclus de l'ordre juridique et posés comme exclus par cet ordre même. Ici, Agamben se réfère à une institution du droit romain par laquelle l'on pouvait déclarer une personne sacrée, c'est-à-dire sacrée, mise au dehors du droit par le droit. Ainsi créé, homo sacer incorporait dans sa condition l'exception comme telle. Il pouvait être librement tué sans punissement parce que le droit s'est retiré de son application envers lui. Après cette introduction théorique, passons maintenant à l'état d'urgence dans l'ordre juridique français. Si on prend en compte les événements des années 2015 et 2016, ce qui saute aux yeux dans le contexte de la théorie agambonienne, c'est le lien, disons expressément pas un lien contingent, entre trois moments. La proclamation de l'état d'urgence, le débat sur sa constitutionnalisation et la proposition d'inscrire dans la Constitution la déchéance des nationalités. Au début seulement pour les binationaux, soit nés français ou pas, mais puis après un amendement gouvernemental pour tous les citoyens. Toute la spécificité de l'état d'exception, dans laquelle on observe la confluence de ce qui est normalement séparé, apparaît dans l'idée d'enraciner l'état d'urgence dans la Constitution pendant que l'état d'urgence était en vigueur. Et de plus, avec l'exclusion simultanée de certains citoyens de la communauté nationale établie par le droit. La singularité et la généralité, les règles et les cas de leur application se mêlent toujours dans l'état d'exception et l'état d'urgence français en est l'évidence claire. Rappelons au début que l'état d'urgence a été proclamé déjà le 3e novembre 2015 et prorogé par la loi du 20e novembre, qui en même temps a modifié ces règles. Juste après, le gouvernement a adopté des mesures visant à combattre le terrorisme qui a frappé la France. Encore en décembre, le gouvernement a présenté le projet de l'amendement de la Constitution qui, après la saisie du Conseil d'État, consistait à l'insertion de 2 articles, 36-1 et 34,
qui réglaient respectivement le fonctionnement de l'état d'urgence et la déchéance des nationalités pour les binationaux nés français qui ont été condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Article 36-1 copiait quelques provisions de la loi de 1955 quant à la proclamation et la prorogation de l'état d'urgence, ainsi que la référence aux mesures qui pourraient être adoptées par la police administrative et les autorités civiles dans son application. Néanmoins, le projet divergeait de la loi de 1955 en un point. Il stipulait que la loi prorogeant l'état d'urgence devrait fixer son durée, mais pas sa durée définitive. Ainsi, il pavait la voie à sa prorogation incessante. Ce qui d'ailleurs semble être un défaut structurel de l'état d'urgence français, comme cet état est déterminé par la loi de 1955, mais prorogé aussi par une loi particulière, les règles générales qui le gouvernent peuvent être modifiées chaque fois que cet état est prolongé. Donc, l'application des règles se mêle. Les motifs de la loi visant à constitutionnaliser l'état d'urgence se concentraient tout naturellement sur le danger terroriste. Ils exposaient d'une manière superficielle les raisons pour lesquelles l'état d'urgence est la seule mesure extraordinaire qui peut, contrairement à l'article 16 de la Constitution et l'état de siège, parer à la calamité publique. En particulier par les démarches concrètes telles le contrôle d'identité et son nécessité de justifier les circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public, la visite de véhicules avec ouverture de coffres, retenue administrative sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant l'objet d'une perquisition administrative, ou finalement la saisie administrative d'objets et d'ordinateurs durant les perquisitions administratives. Par parenthèse, dans le premier projet de l'amendement constitutionnel, avant que le Conseil d'État n'en ait pas forcé la modification, envisageait la possibilité de maintenir les effets de l'état d'urgence pendant 6 mois après sa levée. Ce qui, si accepté, constituerait un dispositif vraiment stupéfiant. L'état d'urgence sans état d'urgence. Une sorte d'exception additionnelle au sein d'un moyen exceptionnel. Un grand part de la doctrine indiquait que la constitutionnalisation de l'état d'urgence n'était pas nécessaire. D'autant plus que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 décembre 2015, a attesté la conformité de la loi de 1955 dans sa formulation actuelle avec la Constitution. Le Premier ministre de l'époque, M. Manuel Valls, a confirmé indirectement cette conclusion en soulignant que la constitutionnalisation est un symbole plutôt qu'une mesure de conséquences pratiques. Si on analyse cette initiative dans le contexte symbolique, l'état d'urgence se manifeste dans tout son enchevêtrement avec la construction de l'État-nation moderne d'une manière vraiment agambonienne. Et c'est sur ce point que je voudrais me focaliser maintenant. Dans les motifs du projet de la loi constitutionnelle, on peut le constater le plus clairement par rapport à la déchéance des nationalités. En écartant la critique possible, selon laquelle la déchéance des nationalités pour ceux qui sont nés comme citoyens français constitue une atteinte aux droits fondamentaux, le projet affirme le pouvoir de la communauté d'exclure certains de ses membres. On lit dans les motifs ainsi. Sanctionner pour certains de ces actes une personne née française, en prévoyant la possibilité de la déchoir de notre nationalité, impose ainsi de modifier notre Constitution. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement alors que la nationalité est, pour une personne née française, un attribut essentiel? Mais il s'agit pour la communauté nationale de pouvoir décider de sanctionner ceux qui, par leur comportement, visent à détruire le lien social. Il en va fondamentalement ainsi pour ceux qui commettent des actes de terrorisme et frappent aveuglément des victimes innocentes, en niant le respect dû à la vie humaine et les valeurs qui sont le fondement de notre nation. Cette rhétorique ne prend pas la Constitution pour la plus haute garantie des droits individuels, mais pour l'émanation du pouvoir de la communauté nationale de décider sur ses frontières. Les motifs ainsi que la décision du Conseil d'État sur le projet témoignent que les auteurs et les partisans de la constitutionnalisation étaient conscients
que la déchéance ne serait aucune mesure dissuasive pour ceux qui veulent commettre un acte terroriste. Il s'agissait plutôt de confirmer l'appartenance des citoyens à la communauté, fondée sur le pouvoir étatique, par l'acte de retrait de celui-ci, du lien avec la personne qui a été déchue de sa nationalité. Le fragment final des motifs le confirme. Donner à l'État les moyens de protéger la nation contre le terrorisme et le fanatisme, dont la fidélité aux valeurs de la République est attendue par tous les Français. Pour cela, une modification de la Constitution est aujourd'hui nécessaire. Tous les Français doivent pouvoir se rassembler autour de cette ambition partagée. Le pouvoir d'exclusion a été martelé encore plus fortement devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre, M. Valls, pendant la discussion de la loi constitutionnelle. Il a dit « Nous graverons ainsi dans le marbre le caractère exceptionnel de l'état d'urgence. Je crois qu'au moment où notre pays s'interroge, nous avons besoin d'actes qui rappellent ce qu'est la nation française. Ce que cela veut dire être français. Être français, c'est, comment mieux le dire qu'avec les mots de Renan, un plébiscite de tous les jours. C'est partager nos valeurs d'égalité, d'ouverture, de tolérance. C'est une envie de construire l'avenir ensemble. Voilà ce qu'est l'idéal qui est au cœur de la République et de la construction nationale. Comment, dès lors, ceux qui rejettent nos valeurs, qui déchirent avec rage et violence le pacte républicain, qui s'engagent dans une armée terroriste pour tuer leurs propres compatriotes, pourraient-ils rester français? Si on est conscient que l'état d'urgence est inextricablement lié au gouvernement démocratique moderne, on peut comprendre le rapport entre deux matières de la constitutionnalisation proposée en 2015. D'un côté, la communauté politique, telle que décrite dans le projet, se base sur le pouvoir de jeter certains citoyens au vide extra-légal par la déchéance de nationalité. L'État peut renoncer unilatéralement à son lien avec une personne, en consolidant la nation autour de la procédure d'exclusion. Il encourage un bon comportement, non seulement par les peines, mais aussi par la menace de son retrait du rapport avec son citoyen. De l'autre côté, le même projet voulait constitutionnaliser l'état d'urgence afin de produire l'effet symbolique de l'unité nationale autour de la suspension partielle du contrat légal entre la dite nation et l'État. Ce qui peut surprendre dans ce débat constitutionnel, c'est le fait que le fonctionnement typique de l'état d'exception a été renversé. Habituellement, l'état d'exception est présenté comme un moyen pragmatique, expéditif, dicté par la nécessité, qui suspend l'armature riche, l'armature symbolique de droit. Le moins on en parle, le mieux. Au contraire, le débat constitutionnel de 2015-2016 avait pour son premier objectif la valeur symbolique. L'état d'exception, dans plusieurs formes de son application, est bien connu en la Ve République. Toutefois, ici, il a attiré l'attention comme le point focal du régime démocratique, comme un dispositif visant, en même temps, à suspendre le droit et produire l'applaudissement de la nation, à exclure quelques-uns et consolider ainsi la communauté nationale. Ce qui s'est avéré dans ce débat est peut-être le fait que l'état d'exception constitue un résidu du processus dans lequel, pendant la Révolution, la souveraineté a été transmise du monarque au peuple, tandis que l'État a entré dans le contrat constitutionnel avec le peuple. L'état d'exception révèle l'endettement primordial de la population à l'État, qui conserve son pouvoir même au moment où il cesse de garantir ses droits. En concluant, la célébration d'exceptionnalisme non seulement comme une méthode de gouvernement, mais aussi dans son potentiel symbolique, excluant, solidifiant et demandant par sa rhétorique la loyauté à l'État, appartient à l'héritage problématique de la Ve République. Le débat constitutionnel de 2015-2016, tenu à l'ombre des atrocités perpétrées par les terroristes, l'a démontré. Toutefois, par ce débat finalement raté, la France est devenue un laboratoire instructif de processus de sécurisation. Si Agamben a raison que l'état d'exception est l'avenir de nos démocraties, de plus en plus fictives, il nous faudra étudier ce cas
le cas de France plus soigneusement que l'on s'imaginait en 2016. Merci pour votre attention.